Mettre ton foie ou ton système digestif au repos, c'est un peu comme dire j'arrête de respirer pour nettoyer mes poumons. Il faut avoir une prédominance en glucides à IG bas, ça c'est clair et net, pour éviter les variations de glycémie. Tu peux perdre du poids en gros en mangeant que de la pizza ou que des fast-foods si tu manges moins de calories que ce que tu dépenses. Et au contraire, tu peux prendre du poids en mangeant des légumes, de l'avocat. On essaie de chercher toujours quelque chose, un nouveau régime qui va être miraculeux, qui va être magique en fait. S'il y avait quelque chose de miraculeux et de magique, je serais au courant et je m'en servirais. Mais bon, la chrononutrition, voilà, encore un de notre régime qui n'a pas fait vraiment ses preuves sur le plan scientifique. Le régime n'est qu'un moyen d'arriver à un déficit calorique. Bonjour Noushka Simic, bienvenue sur la chaîne. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Pour commencer, je te propose de te présenter. Ok, je m'appelle Noushka Simic, je suis diététicienne, nutritionniste spécialisée en nutrition sportive et j'accompagne des athlètes, que ce soit d'un niveau amateur à haut niveau, au quotidien, dans leurs objectifs, que ce soit de performance, d'optimisation corporelle, de récupération. À côté de ça, je suis aussi formatrice en nutrition sportive, donc je forme les diététiciens à la nutrition sportive pour qu'ils puissent accompagner au mieux leurs athlètes dans leur nutrition. Et si je dois parler un petit peu de ma pratique sportive, moi j'aime beaucoup les sports d'endurance. J'habite à la montagne en Haute-Savoie, donc je fais beaucoup de trail, de triathlon, de parapente aussi, de randonnée, un petit peu de musculation derrière. Et puis voilà, je touche un petit peu à tous les sports, ce qui me permet aussi de tester un petit peu et d'expérimenter ce que je vais pouvoir conseiller à mes athlètes derrière. Ok, bon, on a réussi à te faire venir sur Paris, donc on va en profiter. Par rapport aux gens que tu accompagnes, tu m'avais dit qu'il y en avait pas mal, l'une des premières demandes, c'est de perdre du poids. Qu'est-ce que tu as identifié comme cause à cette prise de poids? Je pense que c'est un manque de connaissances avant tout. Les gens ne savent pas vraiment comment s'y prendre. On entend aussi un petit peu de tout sur les réseaux sociaux, sur Internet. Quand on cherche sur Internet comment perdre du poids, on a un petit peu toutes les façons du monde, quelques-unes parfois farfelues. Donc je pense que c'est plutôt, les gens ne savent pas vraiment comment s'y prendre. On entend aussi pas mal des choses qui sont pointées du doigt. Est-ce que ça peut être lié à des problèmes génétiques? Est-ce que ça peut être lié à des pathologies? Est-ce que ça peut être lié à des choses comme ça? Ouais, alors la première cause de la non-perte de poids, si je peux dire ça comme ça, c'est le fait que la balance énergétique soit pas négative. Si tu veux perdre du poids, il faut que tes entrées soient inférieures à tes dépenses. Ça, c'est la règle de base. Après, il y a des causes autres, c'est multifactoriel de toute façon, le poids et la perte de poids. Concernant les causes génétiques, on sait que dans l'obésité, il y a une part génétique qui est présente. On a identifié certains gènes et certaines mutations, mais on ne sait pas vraiment quel est le nombre et combien de mutations il y a. Et en fait, on se rend compte que la part génétique et la part de la génétique dans l'obésité est quand même relativement minime, de l'ordre de 3 à 5%, 10% maximum. Donc c'est pas, on ne peut pas vraiment dire, on ne peut pas vraiment tout mettre sur le dos de la génétique pour le poids et l'obésité. Et là, en plus, tu m'as parlé d'obésité. Ouais. Tu m'as pas parlé de personnes qui, arrivaient peut-être vers 50, 60 ans, ont pris 2-3 kilos chaque année et arrivent avec, je sais pas moi, 10 kilos en plus. Tout à fait. Avec l'âge, il y a aussi le fait que le métabolisme de base diminue. Passé 30-35 ans, on commence déjà à perdre du muscle. Et donc forcément, le métabolisme diminue, on dépense moins d'énergie. Et si on n'adapte pas ses dépenses et ses apports nutritionnels derrière, il y a une prise de poids progressive qui se fait dans le temps. Nous, là-dessus, avec Jérôme, on a fait des recherches parce que ça nous intéressait. Et elle est compliquée, cette notion de métabolisme qui diminue avec le temps, parce qu'on a l'impression que ça diminue assez peu. Sur les études, ça reste stable en fait jusqu'à 60 ans. Et après 60 ans, dans ce qu'on a retrouvé, on a une perte de 1% par an. Donc c'est faible. C'est faible. La chose principale en cause, c'est la diminution de la masse musculaire qui va engendrer derrière une diminution du métabolisme. Et il y a aussi le fait qu'avec l'âge, on bouge moins en fait. On bouge moins, donc on dépense moins d'énergie. Ok, donc quand tu parles en fait du métabolisme, tu parles de toutes les sources de dépenses et pas forcément que du métabolisme de base. Tout à fait. Voilà, moi je parlais du métabolisme de base. Oui, ok. J'englobe tout quoi. Ok, ça marche. Donc en fait, on a identifié un petit peu surtout le fait de moins bouger et le fait de pas bien manger en réalité. Et c'est les deux principales causes et tout le reste, ce qu'on peut entendre, tu m'as parlé de génétique et on entend un petit peu la même chose avec tous les problèmes d'hypothyroïdie. En fait, c'est pas tellement soutenu par la science. Ouais, bien sûr, même les problèmes d'hypothyroïdie. Alors,
c'est plus fréquent chez les femmes, plus fréquent avec l'âge. Chez les femmes au-dessus de 60 ans, ça va représenter à peu près 10% des femmes. Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'hypothyroïdie ou de la génétique. D'autant plus que l'hypothyroïdie, ce qu'on se rend compte, c'est que généralement les femmes qui sont en hypothyroïdie ne sont pas toutes en surpoids ou en obésité. Oui, il y a une diminution du métabolisme, mais cette diminution-là, elle est quand même relativement modérée, c'est de l'ordre de 15%. Donc c'est toujours une différence entre les apports et les dépenses en fait. C'est la règle, la balance énergétique. Ouais. Dans 99% des cas, c'est ça. Après, j'exclus pas le fait qu'il y ait des pathologies, des sources génétiques, ça c'est clair et net, mais dans la majorité des cas, c'est pas ça qu'il faut pointer du doigt. Ok, très bien. Donc toi, les gens qui te contactent pour perdre du poids, comment est-ce que tu t'y prends? Est-ce que tu as des protocoles? Qu'est-ce que tu mets en place avec eux? Déjà, la première chose, c'est d'identifier ce qui pêche dans l'alimentation. Moi, quand je pose mes petites questions, je vois un petit peu quand je demande aux gens comment ils mangent sur une journée type, sur une semaine type, et j'identifie un peu les points clés. Généralement, il y a quelques erreurs qui reviennent souvent. Soit ils se restreignent beaucoup pour perdre du poids et du coup derrière il y a une compensation parce qu'ils ont faim et du coup il y a des fringales et des grignotages. Soit il y a une mauvaise répartition des aliments, soit ils ne savent pas vraiment comment bien construire leurs assiettes et adapter par rapport à leur rythme de vie. Donc voilà, la première chose c'est de cibler vraiment ce qui ne va pas dans l'alimentation pour après proposer des solutions derrière. Moi je propose toujours 2 à 3 objectifs maximum entre chaque consultation, ça permet aux patients de ne pas se perdre avec trop d'infos justement. Et après, on travaille progressivement sur ces points-là. Ok. Tes consultations, ça se passe tous les combien? Ça dépend. En moyenne, tous les mois, pour laisser le temps de mettre des choses en place. On sait qu'une habitude, ça met du temps à changer. Ça met entre 30 et 120 jours en moyenne. Donc, je laisse au moins 3-4 semaines, 3-4-5 semaines pour essayer de mettre des choses en place. Dans certains cas, ça peut être plus espacé ou alors plus rapproché, quoi. Ouais, donc il faut du temps. Il ne faut pas être trop pressé. Ouais. Ok. Tu m'as dit que tu donnais 2-3 objectifs entre 2 rendez-vous. Est-ce que tu as des exemples d'objectifs? Équilibrer ses assiettes, faire en sorte d'avoir féculents, protéines, légumes à chaque repas, qu'il ne manque pas quelque chose. Ça permet d'avoir un bon apport en macronutriments, un bon apport en fibres alimentaires, une bonne satiété. Donc, ouais, les 3, si on fait un exemple, ça donne quoi? Exemple, si je te donnais des exemples d'aliments, pâtes, poulet et puis légumes, quoi, ouais, en gros. Des crudités. Tout à fait, varier un peu entre crudités, légumes cuits. Autre chose qui revient souvent... Donc ça, je te coupe, excuse-moi, ça, il faut que ce soit présent à chaque assiette, idéalement, chaque repas. dans des proportions différentes. Tout va dépendre de comment tu construis ta journée alimentaire. Bien sûr, il peut manquer quelque chose sur un repas si tu arrives à le compenser sur les autres repas. Okay. Voilà. Ok, donc ça c'était un objectif. Ouais, un truc qui revient souvent aussi, c'est d'avoir un bon volume alimentaire. Faire en sorte d'avoir assez de fibres alimentaires. Voilà, fruits, légumes, légumineuses. Faire en sorte d'avoir assez dans l'assiette pour caler la faim. Ça c'est important parce que voilà, si tu cherches juste à perdre du poids en te restreignant et en ayant des petites quantités, tu vas avoir faim, c'est sûr et certain. Ouais, donc il faut des choses qui prennent de la place dans Exactement, le ventre. qui prennent de la place et qui n'apportent pas beaucoup d'énergie. Voilà, c'est ça, c'est jouer sur la densité alimentaire. Tu as des aliments souvent que tu cites un petit peu, que tu donnes en exemple aux gens à utiliser qui ont cette densité calorique assez faible? Surtout les légumes, les crudités, c'est ça qui prend le plus de place en gros et qui apporte le moins d'énergie. Les protéines aussi, les protéines c'est assez faible en énergie et ça a un gros pouvoir de satiété, donc ça va te caler dans le temps sur la journée. Donc principalement ça, et puis après bien sûr des féculents quand même parce que c'est ce qui t'apporte de l'énergie. Ton cerveau est glucodépendant, il ne fonctionne qu'avec du glucose, donc si tu lui en apportes pas derrière, ça va avoir des répercussions. Tu as d'autres cellules aussi qui fonctionnent qu'avec du glucose, je pense notamment aux globules rouges. Donc c'est important d'en avoir, c'est ta source d'énergie, mais si tu cherches à perdre du poids, il faudra répartir différemment dans l'assiette pour faire en sorte d'être en déficit énergétique finalement. Ok, bon, il y a plein de choses, mais je rebondirai un petit peu plus tard sur tout ce que tu viens de dire. Quand tu as du coup quelqu'un qui te vient te voir et qui veut perdre du poids, est-ce que tu discutes avec lui ou elle de l'objectif? Parce que je suppose que tu vas avoir des gens qui vont vouloir perdre 20 kilos alors que toi, tu vois pas où est-ce qu'on pourrait les perdre, ou est-ce qu'ils ont un laps de temps qui est court? Je pense que c'est des choses auxquelles tu es confronté. La première question, c'est pourquoi vous voulez perdre du poids, quoi.
Est-ce que c'est dans un objectif de bien-être, parce que tu te sens pas bien dans ton corps? Est-ce que c'est dans un objectif de performance? Est-ce que c'est juste parce que tu penses que tu serais mieux avec du poids en moins? Ou est-ce que c'est dans un objectif de santé? Déjà, c'est ciblé pourquoi tu veux perdre du poids. Ensuite, en combien de temps? Bien sûr, parce qu'en fonction du délai qu'on a, ça va être plus ou moins réalisable. Évidemment que tu peux perdre 10 kilos en 3 semaines. Par contre, ce ne sera pas forcément très productif parce que tu ne vas pas forcément perdre que de la masse grasse, tu vas perdre beaucoup d'eau, beaucoup de muscles. Et puis finalement, pourquoi on dit qu'on reprend tout après quand on perd trop vite? C'est surtout qu'on se réhydrate parce qu'on a perdu beaucoup de flotte, donc tu reprends d'un coup. Donc voilà, c'est déjà le délai qu'on va avoir et essayer de voir si on est cohérent vis-à-vis de cet objectif-là. Et puis ce que je dis souvent aux gens qui sont pressés, quand je leur dis la perte idéale c'est 1 kg, 2 kilos par mois quoi. Ah ouais mais c'est pas beaucoup, Donc ce qu'on me répond. on est sur du 12 à max 24 par an. Exactement, en fait c'est ce que je leur réponds. Je dis d'accord, peut-être qu'en un mois ça fait pas beaucoup, mais regardez si on arrive à tenir ça sur la fin d'année. Et puis le temps passe vite quoi, donc on y sera vite. Donc voilà, ça c'est important de le prendre en compte aussi. Mais c'est sûr que c'est difficile pour la motivation parce que tu m'as dit que tu mettais un rendez-vous toutes les 3 semaines à 4 semaines. S'ils ont perdu 1 à 2 kilos la première fois, je suppose qu'il y en a qui sont frustrés alors que toi, tu estimes que c'est un bon résultat. Ouais, mais ce que je leur dis, c'est souvent s'ils viennent me voir pour une perte de poids, c'est qu'ils ont déjà essayé tout seuls. Donc je leur dis, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye ma méthode, quoi. Ça fait des mois, voire des années que vous essayez, vous n'êtes plus à 1 ou 2 mois près. Donc venez, on essaye différemment, on essaye de mettre des choses en place et on voit comment vous réagissez, quoi. Ouais. L'avantage, c'est quand ils viennent te voir, ils sont prêts à te suivre. Voilà, c'est ça. Ok. Donc en fait, si j'ai bien compris, il n'y a pas tellement de méthode miracle, tu essaies juste de manger de manière équilibrée, de baisser un petit peu les apports pour que cette balance justement énergétique dont on parlait au début, elle penche un petit peu du côté des déficits. Du coup, pas du tout t'as pas parlé de régime. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'on s'éparpille un petit peu, on essaie de chercher toujours quelque chose un nouveau régime qui va être miraculeux, qui va être vraiment magique en fait. S'il y avait quelque chose de miraculeux et de magique, je serais au courant et je m'en servirais dans ma pratique, tu vois. Je l'aurais déjà utilisé et j'en parlerai. Et puis ça se ferait de façon globale. Je pense que si on cherche perpétuellement quelque chose, c'est qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui marche de façon miraculeuse et que, en fait, il faut juste revenir à l'essentiel, quoi. Essayer d'avoir de tout, de manger équilibré et puis si tu veux perdre du poids, essayer de manger un petit peu moins que ce que tu as besoin, c'est la règle. En essayant d'instaurer un petit déficit, quand je parle de déficit, c'est souvent 10 à 15%, ça permet d'être quand même en négatif, mais pas d'être trop en négatif pour avoir faim derrière, d'être fatigué et finalement de ne pas avoir la motivation de tenir sur le long terme. 10 à 15%, là tu parles en calories. Ouais. Donc quelqu'un qui aurait une maintenance, je sais pas moi, à 2000, 2500, tu le mets en déficit à 200, 250. Quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais, donc c'est faible parce que 200, 250, si on a un peu des notions en tête, ça représente pas grand-chose. Donc en fait, la différence entre je suis à la maintenance et donc mon poids stagne ou je perds un peu, ça se joue sur des détails en fait. Ouais, carrément. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est être en déficit sur le long terme, c'est-à-dire pas que sur une journée donnée. Tu vois, des fois, c'est plus facile d'être en déficit sur la semaine un petit peu, mais le week-end, on a tendance à rééquilibrer et à manger beaucoup plus que les besoins, ce qui fait que finalement, moi j'ai certaines personnes qui me disent « mais je comprends pas, toute la semaine je mange bien, je mange moins que mes besoins et puis je perds pas de poids ». Mais quand on fait le calcul sur la semaine, on n'est pas vraiment en déficit. Donc voilà, c'est voir la chose sur le long terme. Quand on comprend ça, on comprend que c'est pas grave si un jour on mange un petit peu plus, puisque l'équilibre, ça se fait par des plus, ça se fait par des moins, et ce qui compte, c'est à la fin du mois, être en déficit en fait. Ouais. Et que tu peux être à moins 100 kilocalories lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais si samedi, dimanche, tu prends une pinte de bière. Pas que la pinte de bière, la pizza qui va avec quoi. Ouais. Alors je dis pas que c'est pas bien et qu'il faut pas le faire, mais il faut juste savoir réajuster avant, après et garder en tête que ce qui compte c'est sur le long terme réussir à être en dessous de tes besoins quoi. Ok. Bon, on t'a pas parlé de régime, mais il y a quand même des régimes dont on entend parler partout. Qu'est-ce que tu penses du régime cétogène? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est et qu'est-ce que tu en penses? Ouais, donc le régime cétogène, en gros, c'est un régime où tu vas supprimer la quasi-totalité des glucides, consommer une grosse part de lipides, dans le but justement de perdre du poids. Et, alors tu vas créer des corps cétoniques derrière qui peuvent être toxiques en fait si tu en as en excès. Alors, régime cétogène, quelles données on a? On voit que dans certains cas, ça peut
améliorer la composition corporelle, on voit que ça peut diminuer la masse grasse au final. Maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, c'est super restreignant à tenir sur le long terme. Ça t'exclut socialement parce que pour bénéficier des adaptations physiologiques du régime cétogène, il faut le tenir sur le long terme. Si tu fais un petit écart et que tu manges une pizza, tu perds ces adaptations métaboliques. En gros, c'est ça. Donc, en fait, ne pas manger de sucre et de glucides, il y en a absolument dans tout. Ouais. Dans le pain, dans les pâtes, dans le riz, Tout à fait. Le régime cétogène, c'est moins de 3 à 5% de glucides, quoi. Alors que dans un régime normal, équilibré, on va être autour de 50%. Donc ça fait une grosse différence. Donc déjà, c'est très contraignant. Ensuite de ça, tu exclus beaucoup d'aliments qui sont riches en micronutriments, comme les fruits, les légumes. Les fruits, tu supprimes beaucoup de fruits. Donc tu perds des vitamines, tu perds des antioxydants, tu perds des minéraux. Donc finalement, sur le long terme, tu peux avoir un risque de carence importante si tu fais pas attention, en fait. Okay. Donc je pense que le régime cétogène, c'est beaucoup de contraintes et de risques pour des résultats qui sont pas fulgurants, quoi. Je pense qu'il y a mieux à faire. Donc en fait, il n'y a pas de bienfait à supprimer ces glucides, c'est simplement que ça entraîne un déficit calorique. C'est le principe de tous les régimes, c'est que pourquoi ça marche, c'est parce que tu vas apporter moins d'énergie à ton corps. En gros, c'est ça. Et en fait, le régime n'est qu'un moyen d'arriver à un déficit calorique. Ouais, tout à fait. Stop, je coupe cet entretien pour vous annoncer une bonne nouvelle. Cela fait maintenant 2 ans qu'on reçoit des experts de la santé pour parler de sport et de nutrition. Avec Raph, on a sectionné les 7 conseils les plus précieux sur comment perdre du poids après 50 ans, partagés par des experts reçus sur notre chaîne. Vous recevez 7 emails pendant 7 jours, avec à chaque fois une information clé à retenir sur la perte de poids après 50 ans. Cliquez juste ici, c'est totalement gratuit. Allez, on reprend l'interview. Le régime cétogène, on en a aussi entendu parler parce qu'à un moment on disait que c'était bien pour la performance, pour les sports en endurance. Oui, alors on part du principe que en consommant que des lipides, ton corps va utiliser que des lipides à l'exercice et tu vas épargner tes réserves en glycogène. On a des réserves en sucre et en graisse en gros dans notre organisme pour schématiser. Et nos réserves en graisse sont quasi illimitées. Il faudrait courir 10 heures pour réussir à les épuiser. Alors que tes réserves en glucides, elles sont fortement limitées. Tu en as 400-500 grammes dans le muscle et puis à peu près 150 grammes dans le foie. Ça, c'est épuisé en à peu près 1h30 d'exercice à moyenne haute intensité. Donc voilà, le principe du régime cétogène, l'idée c'était de se dire si j'apporte que des lipides, j'utilise des lipides, donc j'épargne mes glucides. Dans la pratique, ça aide à forcer le corps à se tourner vers une utilisation préférentiellement lipidique, mais tu ne switches jamais soit sur une utilisation de tes lipides ou de tes glucides. Tu as toujours une part d'utilisation des glucides et des lipides. C'est juste qu'en fonction de l'intensité. Voilà. Et la proportion n'est pas forcément la même. C'est ça. Plus tu vas monter haut en intensité, plus tu vas utiliser des glucides. Plus l'effort va durer dans le temps, plus tu vas utiliser des lipides. C'est un petit peu ça l'idée. Mais tu as toujours un pourcentage, 20%, 80%, 50%, 50%. C'est juste qu'avec un régime cétogène, tu vas reculer ce seuil-là. En gros, tu vas pouvoir maintenir des hauts niveaux d'intensité en utilisant plus de lipides. Mais il arrive un moment, si tu fais un effort trop intense et que tu n'apportes pas de glucides, il va se passer que tu vas avoir une baisse d'énergie, tu vas te retrouver en hypoglycémie quand même. Pareil, c'est un régime qui demande d'être maintenu sur le long terme, en fait, au quotidien. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit à un moindre écart, sinon tu perds ces adaptations-là. Donc, même question que tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment le risque et la contrainte est vraiment bénéfique par rapport aux résultats qu'on n'a pas forcément en fait on n'a pas de consensus scientifique qui montre que c'est efficace sur la performance. C'est très hétérogène dans les résultats, ça va super bien marcher chez certains sportifs d'endurance, chez d'autres beaucoup moins. Donc à l'heure actuelle, je te dis ça en 2023, peut-être qu'en 2024 ou en 2026 j'aurais changé d'avis. Et peut-être que tout ce qu'on avec dit la là, recherche, exactement, ça c'est quelque chose aussi qui est important de rappeler. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour la performance. Et puis très contraignant surtout, si j'ai bien compris. Ok, bon, j'ai d'autres régimes, on va quand même les aborder, même si je me doute de ce que tu vas me répondre souvent. Régime Dukan ou régime hyperprotéiné? Ouais. Un avis? Un avis, pareil, tu vas consommer moins d'énergie en gros au final, donc tu vas perdre plus de poids. Puis en plus de ça, les protéines, comme je le disais, c'est satiétogène, donc ça va induire une grande satiété. Maintenant, ça va pas être un régime miraculeux. Alors il n'y a pas de risque à consommer trop de protéines comme on peut souvent l'entendre. Si tu n'as pas de soucis au niveau rénal ou quoi, auquel cas il vaut mieux se tourner vers ton médecin pour savoir si vraiment c'est bien de faire ce genre de régime plutôt que de le faire par toi-même. Mais c'est pas plus efficace que le régime cétogène, quoi.
C'est une manière de créer un déficit calorique. Tout à fait. Sachant que par rapport à ce que tu m'as dit au début, les protéines c'est intéressant parce que ça a un effet satiétogène qui est important et ça a une densité calorique qui est faible. Donc par rapport au volume Tout à fait. d'un filet de poulet qu'on va manger, il y a assez peu de calories au final. C'est ça, c'est ça. Et il y a aussi autre chose qui est intéressant de noter, c'est que quand tu te lances dans un régime, peu importe le type de régime, consciemment ou inconsciemment, tu vas manger mieux à côté, tu vois. Imaginons que ton alimentation est totalement déstructurée, tu te dis bah, demain ou lundi je fais un régime, peu importe le type de régime, tu vas te mettre dans un mood et dans un état d'esprit où tu vas faire attention à ton alimentation, faire attention à ton activité physique, et du coup ça va marcher parce que ton hygiène de vie sera meilleure finalement. Tu es dans une bonne dynamique. Exactement. Ok, bon les deux là c'était je trouve assez facile, mais il y a un régime qui est un peu plus... C'est plus difficile à comprendre, le régime IG bas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ok, donc le régime index glycémique bas, on part du principe qu'en consommant des sucres à IG bas, il y a moins de variations de la glycémie, donc il y a moins de pics d'insuline et on va moins stocker en gros dans l'organisme. Il faut avoir une prédominance en glucides à IG bas, ça c'est clair et net, pour éviter les variations de glycémie et pour éviter que sur le long terme, ça crée une insulinorésistance, un diabète et même plus globalement des fringales et des grignotages. Maintenant, il y a une chose à prendre en compte, c'est que ton repas, ce qui compte, c'est le global du repas, comment tu construis ton repas. Si tu manges du sucre blanc de façon isolée, qui a un index glycémique haut, ça n'aura pas la même réaction sur ton organisme que si tu manges au cours d'un repas, dans ton yaourt, après avoir mangé des fibres et des protéines dans ton repas. Donc c'est vraiment le total de ton bol alimentaire, en gros, qui va être important à ce niveau-là. Donc finalement, le régime à IG bas, ça revient juste à faire quelque chose qui t'apporte des glucides complexes et qui te permet de ne pas faire trop varier ta glycémie, mais finalement, avec une alimentation normale, riche en fibres, en protéines, avec des sucres complexes, tu peux l'obtenir. Ok, donc encore une fois, ça va être un moyen d'avoir une balance énergétique qui va pencher du côté des déficits. C'est ça. Mais est-ce que c'est quand même bon pour la santé d'essayer de limiter ce pic en insuline? Ouais, bien sûr, parce qu'on sait que sur le long terme, ça peut causer une insulinorésistance et que l'insulinorésistance-là, c'est la première étape du diabète, quoi, en gros. Donc, c'est clair et net, mais pas que en essayant d'avoir un régime à IG bas, en essayant de limiter les produits qui vont être sucrés, transformés, industriels. Voilà, la part... Tout à l'heure, je disais que on avait besoin d'à peu près 50% de notre apport énergétique sous forme de glucides. Dans ces 50%-là, il faudrait maximum 10% de produits sucrés. Donc tu vois, confiture, sucre, gâteau, etc. En limitant ça, on limite fortement le risque d'engendrer des problèmes métaboliques derrière. Ok. Dernier régime, où je vais t'embêter, le jeûne intermittent. Ouais, qui est à la cote en ce moment. Ouais, qui est très à la mode, c'est pour ça. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu les grands principes? Le régime intermittent, le principe principal, c'est justement de limiter cette fenêtre alimentaire-là. Donc en gros, tu vas avoir plusieurs heures où tu ne vas pas t'alimenter. Généralement, alors si on fait un jeûne intermittent où on ne mange pas le soir ou le matin, ça va être 16 heures de jeûne et puis 8 heures de prise alimentaire. En réduisant cette fenêtre-là, tu réduis forcément le temps que tu vas avoir pour tes prises alimentaires. Donc logiquement, tu réduis le risque de manger plus. C'est ça. Mais si sur tes 3 ou 2 repas que tu fais dans la journée, tu manges plus que sur 4 ou 5 repas, on en revient au même, hein. Tu vas être en surplus calorique, donc c'est pas miraculeux. C'est pas parce que tu manges moins que derrière tu vas être en déficit énergétique. Est-ce que c'est bon pour la détox? Parce que ça c'est aussi le deuxième critère qu'on entend souvent sur le jeûne intermittent. Alors il faut savoir qu'on a 2 organes qui fonctionnent très bien pour la détox, c'est le foie et les reins. Ils sont là pour ça, on n'a pas besoin de les mettre au repos. Il y a une image que j'aime bien donner, c'est mettre ton foie ou ton système digestif au repos, c'est un peu comme dire j'arrête de respirer pour nettoyer mes poumons, quoi. C'est un peu la même idée. Ils sont là pour ça, c'est leur rôle justement de détoxifier ton organisme et d'éliminer les déchets. Donc il n'y a pas besoin de se priver d'aliments pour ça. Donc voilà ce que je peux dire sur le jeûne intermittent. Donc ça peut quand même être une bonne stratégie si ça permet d'arriver à un déficit calorique. Tout à fait, surtout si à certains repas tu n'as pas forcément faim, parce que parfois on peut se forcer à prendre un petit déjeuner parce que c'est dans les habitudes ou parce que c'est admis dans notre société de prendre un petit déjeuner le matin, alors qu'on n'a pas forcément faim. Moi j'ai des patients qui me disent moi je prends un petit déjeuner mais j'ai même pas faim, quoi. C'est juste j'ai l'habitude.
Bah, alors peut-être qu'on pourrait supprimer ce petit déjeuner-là, ça respecterait beaucoup plus tes sensations de faim, ça te permettrait de diminuer l'apport énergétique, et puis rien n'empêche de mettre une petite collation dans la matinée si jamais tu as faim, et du coup on respecterait beaucoup plus tes sensations alimentaires. Ok. Donc ça peut être bien si c'est plus ton rythme alimentaire. Si aussi tu aimes bien manger plus sur un repas, si tu as envie de manger beaucoup plus le soir ou le midi, du coup tu réduis les prises alimentaires, ça te permet d'avoir des repas un peu plus riches. Donc pour ça peut être bien. Mais du coup, toi, c'est des choses que tu peux proposer lors de tes suivis. Quelqu'un qui te dit qu'il n'a pas faim, etc. Bien sûr. Le nombre de repas et les moments où tu vas caler tes repas, c'est très personne dépendante. Nous, on a souvent l'idée qu'il faut avoir un petit-déj, un déjeuner, potentiellement une collation et un dîner à des heures bien définies. Mais lorsque tu regardes dans d'autres pays, ils mangent différemment, à des heures différentes, et il n'y a pas de souci, quoi. Ok. Donc on peut enlever le petit déjeuner, c'est pas forcément le repas le plus important de la journée? Non, tu peux l'enlever, tout à fait, c'est pas le repas le plus important de la journée. Juste faire attention, si derrière tu vas avoir une grosse séance de sport par exemple, là ce sera pas forcément très, très malin de l'enlever parce que tu risquerais d'avoir une baisse d'énergie sur ta séance. Donc tout dépend de ton rythme de vie finalement. Ok, donc au final, par contre, est-ce que c'est intéressant de faire du sport à jeun? Est-ce que c'est un peu lié? Sport à jeun, alors même principe, si ton emploi du temps ne te permet pas forcément de faire autrement parce que tu commences tôt le travail vers 8-9 heures et que tu finis tard et que du coup c'est le seul créneau que tu as, alors c'est intéressant parce que avoir une prise alimentaire avant l'effort, trop proche du début de l'entraînement, tu peux avoir des inconforts digestifs et pas être terrible sur ton entraînement. Maintenant, ça va pas aider plus que ça à la perte de poids. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu fais du sport à jeun et donc que tu utilises plus de lipides pendant ton effort que tu vas... Parce que la théorie, c'est que durant la nuit, on aurait utilisé nos stocks de sucre. Ouais. Et donc, quand on arrive le matin, on a nos stocks de sucre qui sont faibles. Donc, tu vas l'épuiser dans les lipides. Voilà. C'est ça qui se passe, hein. En gros, tu vas utiliser plus de lipides. Okay. Maintenant, il faut faire la différence entre oxydation de lipides et perte de masse grasse. C'est deux choses différentes. À un instant T, tu peux oxyder plus de graisse. C'est pas pour autant que sur le long terme, tu vas perdre de la graisse. C'est ton équilibre sur la journée qui va compter. Si à un moment donné, tu dépenses plus, si derrière, tu manges plus, ça s'équilibre, en gros. Okay. Donc, pour la perte de poids, c'est pas plus avantageux que ça. Ok. Et du coup, pour la performance, est-ce que c'est intéressant de faire des entraînements à jeun pour après améliorer? Alors, pour la séance, tu nous as dit tout à l'heure que c'était pas forcément le cas, c'est-à-dire qu'on allait quand même être moins performant. Et moi, j'ai vu des données un peu sur des athlètes pendant le ramadan, etc. Ils sont moins performants. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que pour l'entraînement, par contre, s'entraîner à jeun, ça permettra d'avoir des meilleures performances futures? C'est bien de faire quelques séances à jeun ou alors sur des séances où tu vas t'entraîner. En fait, c'est l'entraînement glycogène bas finalement. C'est soit tu vas commencer ton entraînement à jeun, donc avec des réserves de glycogène un petit peu plus entamées, soit tu vas avoir 2 séances dans la même journée et pas trop chargé en glucides entre les deux et tu vas commencer le deuxième entraînement avec des réserves de glycogène entamées. En gros, c'est le principe de j'épuise mes réserves en glycogène pour habituer mon corps à utiliser plus de lipides. Donc c'est bien de faire quelques séances comme ça, c'est prouvé, hein, ça aide. Les manipulations glucidiques sont intéressantes dans une logique de performance. Alors, faut pas faire n'importe comment et faut bien respecter la périodicité finalement de comment tu vas l'intégrer dans ton programme d'entraînement. Mais ça peut être intéressant. Par contre, attention quand tu vas faire des séances qui sont longues et intenses, faire en sorte que ce soit plutôt sur des séances basse intensité, parce que c'est ce que je disais, quand tu fais un effort à haute intensité, tu vas utiliser plus de glucides, donc si ça dure dans le temps, ça peut être totalement contre-productif. Ok, donc là tu nous parlais aussi d'une autre stratégie qui est de faire un entraînement le matin. De ne pas manger de glucides entre les deux et de refaire un entraînement le soir. Ok, donc voilà. Ça c'est une autre stratégie possible pour essayer d'augmenter l'oxydation des graisses. Ouais, tout à fait. Ou alors, autre solution, tu fais un entraînement intense le soir, le repas d'après sur ton dîner, tu manges pas de glucides et tu refais un entraînement à jeun le matin. Ok, manger peu de glucides, ça veut dire qu'une idée de menu, ça donnerait quoi? Des protéines, donc poulet, poisson, œufs, avec des légumes finalement, légumes, crudités. Tu peux te faire une salade, salade César par exemple, ce genre de repas. Ok, donc les glucides des légumes, c'est pas considéré comme... Tu en as un petit peu, mais c'est pas énorme par rapport aux féculents. De toute façon, dans presque tous les aliments, tu as un peu de glucides. Mais le but, c'est de limiter la consommation pour surtout avoir les riz, effets. pâtes, voilà, etc. c'est ça. Riz, pâtes, pain, pommes de terre. Ça marche. Bon, donc on a vu que les régimes, au final, c'est pas la méthode miracle. On a vu pourquoi ça fonctionnait. Tout le monde sait bien manger à peu près. Enfin, tout le monde sait ou tout le monde croit savoir. Et pourtant, tout le monde n'arrive pas à perdre du poids. Pourquoi est-ce que manger sainement, ça rime pas forcément avec le fait de perdre du poids?
Eh bien parce que c'est pas parce qu'un aliment est dit sain, alors on peut revenir sur cette notion de sain, parce que finalement ça veut tout et rien dire. C'est pas parce qu'un aliment est sain qu'il va t'aider à manger moins de calories. Exemple, si je prends l'avocat ou le beurre de cacahuète, c'est des aliments qu'on associe comme sains, tu vois. Mais c'est des aliments qui sont hauts au niveau de l'apport énergétique. C'est des aliments qui sont très caloriques. Donc si tu les intègres au quotidien sans limiter leur quantité, bah, tu vas pas forcément être en déficit. C'est pas parce que... Alors tu peux perdre du poids en gros en mangeant que de la pizza ou que des fast-food, si tu manges moins de calories que ce que tu dépenses. Et au contraire, tu peux prendre du poids en mangeant des légumes, de l'avocat, du poulet, du fromage blanc, si les quantités sont trop importantes et que tu manges plus que tes besoins. Donc c'est ça la différence. Alors je dis pas que par contre il faut manger que de la pizza pour perdre du poids, hein. C'est pas ce que je dis, parce que derrière tu vas avoir d'autres problèmes et d'autres risques de carence. Mais voilà, moi j'ai souvent des gens qui me disent bah, je comprends pas, je mange bien, je mange équilibré, je mange sainement, mais je perds pas de poids. Bah ouais, mais en fait, c'est deux choses différentes. Ouais, il faut vraiment séparer l'aspect santé et l'aspect perte de poids. C'est ça. Il y en a un qui est lié vraiment à la quantité, donc c'est la perte ou la prise de poids, et l'autre à la qualité des... C'est ça. C'est l'aspect santé. Ouais. C'est les expériences de Morgan Spurlock et Mark Aube, tu vois. Ouais. Donc, hyper intéressant. Donc, Morgan Spurlock, c'est celui qui a fait Super Size Me, qui a mangé donc à McDo. Je me souviens plus exactement, je crois que c'est pendant 3 mois. Ouais, c'est ça, je crois, Oui, matin, midi, soir. Il a pris je sais pas combien de kilos matin, midi, soir. Et donc à côté de ça, il y a Mark Aube. Mark Aube qui est un professeur dans une université américaine. Et lui, il s'est nourri de Oreo, de chips, de gâteaux, de crème glacée, de choses comme ça. Et lui, il a perdu du poids justement sur un délai de 1 mois, 2 mois. Et donc ils ont mangé à peu près la même chose. Il y en a un qui a pris du poids, il y en a un autre qui en a perdu. Sauf que Morgan Spurlock, il était, je crois, à 5000 calories par jour. Et Mark Aube, même s'il mangeait ça, il était à, je sais plus, 1200 ou quelque chose, calories par jour. Après, c'est beaucoup plus facile d'être en surplus calorique en mangeant des aliments transformés, des fast-foods, etc. Parce que c'est des aliments qui sont beaucoup plus riches en énergie. Mais c'est pas impossible de l'être, même avec des aliments qui sont catégorisés comme sains, en fait. Il devait avoir très faim. Je pense que Mark Aube, pour être à 1500 calories, quelque chose comme ça, en mangeant des gâteaux, il devait avoir... Bah, c'est pas les aliments, on parlait justement de densité alimentaire, c'est pas les aliments qui te remplissent le plus, quoi. Non, c'est clair. Il devait vraiment très peu manger et être déjà au max. On a parlé un petit peu donc de manger le matin, enfin de différentes stratégies. Si on mange le soir, on entend pas mal qu'il faudrait essayer de pas trop manger de féculents. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que peu importe la façon dont tu répartis tes aliments, ce qui compte c'est ton total sur la journée et même je dirais sur la semaine finalement. Que tu manges un seul repas le matin ou un seul repas le soir, s'il y a le même nombre d'énergie, ça va pas avoir d'impact. Voilà, c'est pas parce que derrière tu vas pas te dépenser que ça va avoir des répercussions sur ton poids. Parce que dans ce cas, on peut aussi partir sur le principe que tu t'es dépensé la journée, donc tu remets de l'essence dans la voiture, hein. Ça change rien par rapport à mettre de l'essence avant d'aller rouler. En gros, c'est un peu ça. C'est vraiment les variations sur la journée et sur le long terme qui vont compter. Et puis on le voit, hein, dans certains pays, tu vois, dans certains pays, ils mangent très tard le soir. C'est pas pour autant que l'IMC est plus haut, quoi. Donc le rythme alimentaire n'a pas vraiment d'impact. Sauf si au final, bah, tu manges plus le soir, mais que t'es déjà, tu diminues pas sur les autres repas et du coup, tu es en surplus énergétique. Du coup, là, ça va jouer. Oui. Bah forcément, parce que tu augmentes la quantité de nourriture totale. Mais en fait, du coup, il y a la répartition de ce que tu manges dans la journée n'a aucune incidence. Non, et puis en plus de ça, le soir, c'est souvent le repas où tu te retrouves en famille, le repas un peu réconfortant. Je trouve que c'est justement contre-productif de vouloir chercher à réduire ce repas à tout prix, parce que c'est souvent le seul moment où les gens se posent dans la journée, tu vois. Donc non, ça n'influe pas. On n'a encore pas de données qui nous montrent que manger des féculents le soir, ça fait grossir. C'est pas un peu les principes de la chrononutrition ? Ouais, c'est un peu ça. Mais bon, la chrononutrition, voilà, encore un autre régime qui n'a pas fait vraiment ses preuves sur le plan scientifique et qui, au final, fait juste que tu manges moins d'énergie sur la journée. Ok. Donc tout ça, c'est des petites stratégies, à la limite, qui sont pas mauvaises, mais en fait qui n'ont aucune supériorité l'une par rapport à l'autre. Après, libre à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux, en fait, finalement. C'est ce que je dis, il n'y a pas qu'une seule méthode. Moi, j'impose jamais ma méthode. J'adapte toujours en fonction de la personne que j'ai en face de moi, de ce qu'il se sent de faire, de ce qu'il a envie de faire. Il y a autant de méthodes que de personnes, et même
si tu prends une personne, il y a 1000 méthodes pour une seule personne. Donc voilà, Ok. faut adapter. Sur les personnes qui viennent te voir, comment est-ce que tu les suis au niveau de leur poids? Est-ce que tu te bases sur la balance? Est-ce que tu te bases sur d'autres techniques? Et lesquelles? Le poids, la balance, c'est un indicateur qu'on a à notre disposition, mais ce n'est pas le seul, et c'est pas forcément le plus pertinent, pardon. Alors oui, on en a besoin pour quantifier un peu les résultats. Maintenant, parfois, ça peut stresser certaines personnes qui se pèsent relativement souvent. Je leur dis, essayez de diminuer un peu les pesées pour un peu vous détacher de ça. Tous les combien à peu près? Alors, ce serait bien de se peser genre une fois par semaine, au même moment. Idéalement milieu, fin de semaine, parce que généralement le week-end, on mange un petit peu plus. Donc tu peux faire un petit peu de rétention d'eau, parce qu'on sait que manger plus sucré, plus gras, plus salé, ça fait des mouvements d'eau. Et donc sur le début de semaine, tu auras sûrement une petite variation sur la balance qui sera du coup, ce sera faussé, quoi. Donc plutôt milieu, fin de semaine, et une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines. Voilà, plutôt que tous les jours, parce que bien sûr, d'un jour à l'autre, tu vas avoir des variations, mais ça va surtout être des mouvements d'eau, en fait. D'un jour à l'autre, tu ne prends pas ou tu ne perds pas un demi-kilo de graisse, quoi. Ça n'existe pas. Et c'est normal d'avoir ces petites variations? Oui, c'est tout à fait normal. Même dans la perte de poids, ce qui est important, c'est pas de suivre une descente linéaire. Alors bien sûr, tu vas perdre un peu, tu vas reprendre un peu, tu vas stagner, tu vas perdre. Voilà, c'est quelle tendance, en fait, ça suit. C'est ça qui est important. C'est pour ça que plus tu espaces les prises, plus tu as quelque chose de cohérent et de marqué, quoi. Donc tu dézoomes, en fait. Exactement. Et si tu as dit que tu visais 1 à 2 kilos par mois, donc forcément, s'ils se pèsent toutes les 2 semaines, ça veut dire qu'ils vont voir soit 1, soit 2 kilos varier sur la balance. Ouais. Donc en fait, c'est faible. Enfin... Ouais, c'est ça. Et puis se peser toutes les semaines, ça va quand même de pouvoir réajuster, tu vois, savoir si ça marche, qu'on met en place dans l'alimentation ou pas, parce que ça marche pas toujours du premier coup, hein. Parfois il y a des choses qui fonctionnent pas, donc il faut réajuster aux besoins. Et en plus de la balance, ce qu'on peut avoir comme autre outil, ça peut être la prise de masse grasse. Alors les outils que que tout le monde a à sa disposition, c'est pas évident, parce que même les balances connectées aujourd'hui sont pas super fiables. Les balances même qui coûtent quelques centaines d'euros, c'est pas super fiable. Il faudrait un impédance-mètre qui soit de qualité pour avoir vraiment une bonne visibilité sur la composition corporelle, mais ça permet quand même d'avoir une évolution. C'est-à-dire que même si le pourcentage d'erreur est important, sur le long terme, tu vois l'évolution. Autre outil qu'on a à dispo, ce serait faire des photos et prendre ces mensurations, en fait, simplement. C'est ce qui a finalement de plus marquant. Et puis comment tu te sens physiquement, dans tes vêtements et dans ton quotidien, parce que généralement quand on cherche à perdre du poids, c'est pour sa santé, pour son bien-être, pour être mieux. Donc ça, ce sont des indicateurs que la balance ne te donne pas forcément, mais que tu ressens au quotidien finalement. Chez plein de personnes, ils se sentiront bien au quotidien quand le chiffre aura baissé sur la balance? Ouais, alors que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus marquant et ce qui est le plus important, quoi. Parfois le chiffre ne peut pas beaucoup bouger, mais tu as pris de la masse musculaire, tu as perdu de la masse graisseuse, et au final, tu es mieux dans tes vêtements et ton poids, tu n'as perdu que 500 grammes, alors que visuellement, ça se voit. Ouais. Et c'est pour ça que les vêtements, ça c'est important, parce que forcément la taille des cuisses, du ventre aura été modifiée à poids égal, mais s'il y a une augmentation donc, de muscles, une diminution de graisse. Du coup, est-ce que tu fais des périmètres comparés? Est-ce que tu mesures, ou tu fais mesurer, je sais pas, une cuisse, un bras, un ventre? Je le fais pas, moi je le fais pas forcément, c'est pas un outil que j'utilise, mais les personnes que j'ai en consultation en visio par exemple, je peux leur demander de le faire, ou elles peuvent le faire naturellement. Si on voit que le poids ne bouge pas trop sur la balance par exemple, puisque je les ai en visio, je peux pas mesurer leur masse grasse, donc dans ce cas-là, prendre des photos et prendre ces mensurations, ça peut être intéressant pour voir l'évolution. Pareil, je leur dis de le faire pour le coup toutes les 2-3 semaines pour avoir vraiment des différences, parce qu'on sait que quand on prend les mesures, d'une fois à l'autre, on peut les prendre un petit peu différemment, il peut y avoir 1 ou 2 cm de différence, donc c'est bien d'espacer un petit peu pour avoir une vraie évolution. Moi je pense que les photos c'est très bien. Alors le problème c'est que ça doit être, souvent c'est les personnes qui sont peut-être pas à l'aise avec leur corps, donc c'est dur, enfin je sais pas si toi tu te heurtes à cette difficulté quand tu leur demandes de prendre des photos. Ah oui, bien sûr, je le demande pas à tout le monde, hein. Ouais. Clairement, de toute façon dans la majorité des cas je ne le demande pas, parce que moi je le redis, ce qui m'importe c'est est-ce qu'on arrive au résultat que tu aimerais. Je demande pourquoi tu veux perdre du poids, et du coup si c'est dans un objectif de performance, de bien-être, de se sentir mieux, de mieux récupérer, ok, est-ce qu'on a atteint ces objectifs là en fait. Mais
je ne demande pas du tout, en fait, je ne demande pas quelque chose que le patient ne veut pas faire. Même quand j'ai des patients que je vois en présentiel, je ne vais même pas les peser en fait, parce que je trouve ça un peu intrusif et parce que généralement tout le monde se pèse et quand on vient me voir en consultation, tout le monde connaît son poids. Ils t'ont pas attendu aujourd'hui, on va voir Nouchka. Exactement. La balance. Donc je préfère leur faire confiance, leur demander, ou même pas forcément leur demander. Des fois je ne le demande pas, parce que je vois que c'est quelque chose qui est un petit peu conflictuel et qui les dérange un petit peu, et parfois certains ne veulent même pas se peser parce qu'ils veulent pas se confronter à ça. Donc tu vois, une fois encore, j'adapte. Mais c'est vrai que moi je pense que les photos, alors quitte à les garder pour soi, mais une fois encore si on est capable de le faire, je pense que c'est une manière assez objective finalement. Dans tous les cas, quand je demande de faire des photos, quand on part sur le principe qu'on fait des photos, je les demande pas, c'est pour eux, c'est pour qu'eux ils se rendent compte, mais moi je vais pas leur demander de me les envoyer. Ouais, je comprends. La place du sport dans tout ça, est-ce que le sport c'est important pour perdre du poids? T'aimes bien faire du sport, t'en as parlé au tout début, et je suppose que la plupart des personnes, tu vas me dire, est-ce que pour toi c'est indispensable? Est-ce que tu leur conseilles de faire du sport? Au-delà de la perte de poids, c'est indispensable tout court, quoi, pour être en bonne santé et avoir un bon équilibre de vie et de bien-être. Le sport c'est bon à tout point de vue, donc déjà pour ça c'est important d'en faire. Alors je dis pas qu'il faut faire 15 heures de sport par semaine, mais voilà, essayer de respecter les recommandations et de faire au moins 30 minutes, 3-4 fois par semaine, et puis essayer d'instaurer une activité physique régulière et modérée. Après, pour la perte de poids, évidemment que ça aide parce qu'on va dépenser plus d'énergie, donc on a plus de chances de creuser un déficit énergétique. Ok. La plupart des gens qui viennent te voir, ils ont cette démarche de déjà faire ou de vouloir se mettre au sport en parallèle, faire attention à leur alimentation? Moi, j'ai principalement des sportifs, donc ils font du sport. Maintenant, quelqu'un qui vient me voir, qui est sédentaire et qui veut perdre du poids, je leur explique qu'avec le sport, ce sera beaucoup plus facile. Parce que quand on ne fait pas de sport, notre métabolisme est beaucoup plus bas, on dépense beaucoup moins d'énergie. Donc ça fait qu'il faudra manger beaucoup moins pour perdre du poids, en gros. Ouais, donc le sport offre la possibilité de manger un petit peu plus, c'est un peu ça. Puis surtout que, tu vois, si typiquement on prend l'exemple d'une femme de 55 ans qui fait 1m55, elle va avoir un métabolisme de base assez bas, autour de 1100-1200 calories. Donc ça, c'est l'énergie qu'elle va dépenser au repos juste pour faire fonctionner ses organes vitaux. Si derrière, elle a un travail où elle passe la journée au bureau sans bouger, elle ne va pas beaucoup dépenser. Si derrière, elle ne fait pas de sport, en fait, elle va se retrouver avec des besoins à peu près 1500 calories pour maintenir son poids. Et donc, si on applique ce déficit-là de 10-15%, en gros, pour perdre du poids, elle va devoir manger 1350 calories, en gros. Et donc, 1350 calories, c'est pas beaucoup, en fait. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, et donc là tu comprends pourquoi certains n'arrivent pas à perdre du poids, parce que c'est tout simplement un apport calorique qui est difficile à atteindre, surtout si tu veux te faire plaisir, aller au restaurant et puis profiter un petit peu, quoi. Alors au restaurant c'est assez clair, mais même par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de manger des aliments qui paraissent sains, un avocat, de l'huile d'olive sur la salade, etc., on est très vite à ces 1300 calories. Ouais, tout à fait. Rien qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive par exemple, c'est 100 calories. Ouais. Et c'est des calories qu'on voit pas, tu vois. L'huile d'olive, on peut se dire, c'est bon, je verse un petit peu comme ça. Au final, tu peux mettre 3 cuillères à soupe, en gros. Tu as mis 300 calories dans ta salade, de quelque chose qui t'apporte pas de la satiété, en gros. Qui sera bon pour la santé, mais qui ne fera pas diminuer la faim. Tout à fait. Pause. Vous remarquez que quel que soit le sujet qu'on aborde, quels que soient les invités que l'on reçoit, ils sont tous unanimes sur l'importance de pratiquer une activité sportive. Avec Raph, on est persuadé que la course à pied est le sport qui a le pouvoir de véritablement transformer votre vie. Perdre du poids, lutter contre l'ostéoporose, renforcer vos articulations et bien évidemment améliorer votre cardio. Quel que soit votre âge, même si vous avez plus de 50 ans et même si vous n'avez jamais couru de votre vie, vous pouvez devenir un coureur ou une coureuse. Vous devez simplement être progressif pour doucement adapter votre corps à cet effort et respecter certaines étapes indispensables. C'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à chercher puis à synthétiser des études scientifiques pour vous mettre à disposition notre formation gratuite qui reprend les 7 erreurs de nos patients de plus de 50 ans qui ont voulu débuter la course à pied et comment vous pouvez facilement les éviter. La formation dure 7 jours et elle reprend les conseils les plus importants pour vous éviter de réaliser les erreurs que nous rencontrons le plus chez nos patients. Vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail. C'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails. Cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran pour vous inscrire. Faites-le dès maintenant car on modifie régulièrement les conseils de la formation. Allez, on reprend l'interview. Ok. Est-ce que tu les orientes vers un sport en particulier? Vers le sport que l'on aime. Déjà, ça c'est la base. Si tu te forces à faire un sport que tu n'aimes pas,
tu vas pas le tenir sur le long terme. C'est pareil pour l'alimentation. Si tu te forces à manger des aliments que tu n'aimes pas, tu vas pas tenir ton régime alimentaire sur le long terme. Donc déjà, faire un sport que tu aimes. Que ce soit des sports de force comme la musculation ou des sports d'endurance. Alors quand tu fais des sports d'endurance, tu vas dépenser plus d'énergie, bien sûr, donc ta dépense énergétique sera plus importante. La contrepartie, ça peut être que tu as plus faim. Parce que forcément, tu dépenses plus d'énergie. Donc si tu as plus faim, derrière, tu n'adaptes pas trop ton alimentation, tu vas avoir plus de fringales et plus de grignotage. Donc voilà, je dirais faire une activité qui te plaît. Si c'est une activité où tu dépenses pas trop d'énergie, comme la musculation par rapport à la course à pied, par exemple, la dépense est vraiment minime, quoi. C'est rajouter de la marche à côté pour faire un petit peu de cardio, par exemple. Mais voilà, choisir déjà une discipline qui te plaît, dans laquelle tu t'épanouis et que tu es capable de faire sur le long terme. Ok. Est-ce que malgré tout, on peut se dire que quelqu'un qui va faire de la musculation va avoir une meilleure amélioration de sa composition corporelle Tout à fait. quand elle va perdre du poids? Bien sûr, parce que tu vas créer plus de muscles. Donc c'est clair et net. Le but quand on cherche à perdre du poids, c'est pas que le poids, c'est chercher surtout à perdre en masse grasse et à gagner ou à maintenir sa masse musculaire. C'est ça l'idée. Donc la musculation, c'est ce qu'il y a de mieux pour t'aider à te remodeler physiquement, en fait. Ouais, à essayer de préserver cette masse musculaire, c'est quand même hyper important parce que en vieillissant, donc on a ce qu'on appelle la sarcopénie qui commence assez tôt, c'est-à-dire qu'on commence à perdre de la masse musculaire vers 25-30 ans. Alors c'est assez faible au début, puis après ça augmente. Et donc vers 50-60 ans, on arrive à un phénomène de sarcopénie où on perd de la masse musculaire de manière plus importante. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau alimentation? Et on va parler aussi de l'exercice pour essayer de préserver cette masse musculaire. Parce que si on veut continuer à pouvoir voyager, bouger, passer du bon temps avec ses enfants, ses petits-enfants, etc., il faut du muscle. C'est faire attention déjà à son apport alimentaire et son apport en protéines. Voilà, faire en sorte d'apporter assez de protéines, autant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Je m'explique, apporter assez de protéines en quantité à chaque repas, mais aussi faire attention à la qualité de nos protéines. Alors, les protéines, ce sont un assemblage d'acides aminés. On en a 8 que l'organisme ne sait pas synthétiser et qui doivent être apportés par l'alimentation. Ces acides aminés-là, qu'on dit acides aminés essentiels, on va les retrouver en totalité, surtout dans les protéines d'origine animale. Donc le bœuf, le poulet, les œufs, le poisson. Alors que dans les protéines végétales, style soja, légumineuses, grainolagineuses, etc., il y aura certains acides aminés qui seront manquants, certains acides aminés essentiels. Donc déjà, c'est faire attention à la qualité de ces protéines, faire en sorte d'en apporter assez en quantité et puis avoir une bonne variété des protéines. Si on est végétarien, c'est pas grave, c'est pas impossible de couvrir ses apports en acides aminés essentiels. Okay. C'est juste qu'il faudra avoir une bonne variété en protéines végétales parce que certaines protéines végétales apportent un acide aminé que l'autre ne va pas apporter. Donc essayer de varier pour pas avoir toujours la même source alimentaire. Voilà, pas manger que des lentilles par exemple, auquel cas il va manquer certaines choses, mais essayer de varier pour complémenter. Donc il y a ça aussi. Quand on suit un régime végétarien, moi ce que je conseille c'est d'être plutôt dans la fourchette haute au niveau des besoins en protéines pour être sûr d'avoir finalement d'en assimiler assez. Et c'est quoi les besoins, justement? Ça va dépendre. Quelqu'un qui va être sédentaire, par exemple, alors les recommandations vont être de 0,83 g par kilo de poids de corps par jour. Pour un sportif d'endurance, on va être entre 1,2 et 1,6 g. Pour un sportif de force, on va être entre 1,5 et 2,5 en fonction des besoins. Et puis, pour quelqu'un qui va s'entretenir, faire un petit peu de sport, essayer de maintenir sa masse musculaire, je pense que 1,2 c'est une bonne fourchette. Okay. Voilà. Et autre chose, ça va être aussi, si on parle d'apport alimentaire, ça va être l'apport en glucides. On sait que les glucides, ça engendre une sécrétion d'insuline, et l'insuline aide à la synthèse musculaire. C'est un des éléments qui déclenche la synthèse musculaire. Donc il faut des glucides pour construire du muscle, en gros. Ok, les glucides vont ouvrir la porte pour que derrière on ait les protéines qui rentrent dans le muscle. C'est un peu ça l'idée. Ok. Donc en fait, il faut essayer d'avoir un repas. Est-ce que c'est important après avoir fait une séance de muscu ou de musculation ou à n'importe quel moment de la journée? Le timing alimentaire au niveau des protéines ne semble pas trop influer sur la prise de masse musculaire, tout simplement parce que, alors on parle souvent de fenêtre anabolique qui durerait 30 minutes. Ouais. Cependant, en fait, cette fenêtre, elle dure beaucoup plus longtemps et ça se compte pas en minutes, ça se compte en heures. C'est-à-dire que chez un sportif qui va être débutant, cette fenêtre-là, elle dure 72 heures. Chez un sportif qui va être entraîné, ça va être entre 6 et 12 heures. Donc en fait, il n'y a pas trop à se préoccuper du timing en termes de protéines. Voilà, c'est Brad Schoenfeld qui est un petit peu connu, qui dit que c'est pas une fenêtre métabolique, mais c'est
Il le dit en anglais, donc en français, ça fait une porte de grange métabolique. Enfin, c'est voilà, beaucoup plus important. C'est un peu ça l'idée. Par contre, consommer directement un apport en protéines après l'effort, si ça t'aide à augmenter tes apports en protéines sur la journée, alors c'est positif. Ce qu'il faut, c'est respecter un certain apport en protéines sur une prise de l'ordre de 0,3 g par kilo de poids de corps par prise alimentaire. Pourquoi? Pour être sûr d'avoir assez de leucine. La leucine, c'est un acide aminé qui va enclencher la réponse anabolique, en gros. Okay. Donc c'est l'acide aminé principal de la prise de masse musculaire. C'est très difficile de quantifier tes apports en leucine. Il faudrait vraiment être très rigoureux et puis c'est contraignant. Mais du coup, on admet un seuil de leucine, 0,3 g de protéines par kilo de poids de corps par repas, au-delà duquel tu es sûr d'avoir assez de leucine sur ton repas. En gros, c'est ça. Et donc, il faut essayer d'associer ça avec des glucides, tu m'as dit, pour avoir la synergie des deux. Idéalement. Après, généralement, quand tu consommes assez de protéines sur une prise alimentaire, même sans glucides, tu arrives à avoir assez d'acides aminés pour enclencher la réponse anabolique. Mais les glucides vont aider. Ok. C'est hyper important parce que on voit de plus en plus de personnes qui mangent moins de protéines animales. Et je suis pas sûre qu'ils font l'effort de compenser avec des protéines végétales. Oui, c'est ça en fait. C'est quand on supprime quelque chose de son alimentation, c'est pas grave, mais il faut pas le supprimer, il faut le compenser. C'est pour ça que régime végétarien, végétalien ou tout autre type de régime, les personnes qui mangent sans produits laitiers parce qu'elles sont intolérantes ou quoi, c'est pas du tout un souci. C'est juste qu'il faut réussir à le compenser. Tu enlèves quelque chose de ton alimentation, donc il y a quelque chose qui va manquer. Il faut savoir comment je vais aller le chercher ailleurs. Tu donnes des conseils un peu à ces gens-là ou pas au niveau musculation sur quoi faire pendant leur séance? Aux gens qui veulent... Essayer de préserver ou de gagner un petit peu de muscle? Oui, pour construire du muscle, il faut une contrainte mécanique, donc le mieux c'est d'avoir des exercices en résistance. Tu vas difficilement prendre du muscle en faisant des exercices d'endurance ou même du renforcement musculaire au poids de corps. Ce sera minime, du moins la prise de... Donc il faut des charges externes. Exactement. Il faut un effort qui soit assez important et qui soit ce qu'on appelle les RIR, Repetition in Reserve, assez faible. Donc le nombre de répétitions que la personne peut faire avant d'arriver à l'échec, de l'ordre de 2, 3, des choses comme ça. Ouais, après, moi ce que je dis aussi, c'est que je reste dans mon domaine, la nutrition. Et je donne des grands conseils, mais après, s'il faut quelque chose de plus poussé, de plus personnalisé, c'est de voir un coach qui va vraiment aider sur le plan-là. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne suffit pas de manger des protéines pour prendre du muscle. Voilà. Il faut un stress mécanique derrière pour engendrer des adaptations. Il faut qu'il y ait un stress mécanique qui soit assez important. Le gros problème, c'est que sur des personnes de plus de 50 ans qui n'ont pas forcément fait de sport ou de musculation depuis longtemps, s'ils vont directement chercher ce stress mécanique important et des charges qui sont lourdes pour eux, il y a un risque de blessure. Donc il faut y aller progressivement pour que le corps, les articulations, etc. s'habituent. Et au-delà d'un certain temps, quand tout le corps se sera habitué, ils pourront augmenter la charge et ils pourront aller chercher un effort assez La progressivité difficile. est la clé de toute façon. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est ça. Tout à fait. Il y a autre chose qui est assez important au niveau santé, qui est lié aussi à l'alimentation, et on va le voir aussi au sport, c'est tous les problèmes d'ostéoporose, notamment chez la femme, ça touche plus les femmes que les hommes, et lié à la ménopause. Tu peux nous parler un peu de ça? Oui, à la ménopause, forcément, il y a plus d'hormones sexuelles et du coup, ce sont les hormones sexuelles, notamment les œstrogènes, qui aident au remodelage osseux. Donc, s'il n'y a plus d'oestrogènes, il y a moins de remodelage osseux et donc derrière, il y a plus de risque d'ostéoporose et de fracture de fatigue. Le tissu osseux est un tissu en constant renouvellement, donc faut faire attention justement à faire en sorte qu'il y ait assez d'éléments pour le renouveler. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les femmes qui ne sont pas forcément ménopausées, mais qui sont simplement en aménorrhée ou qui ont des troubles du cycle menstruel. Il va y avoir moins de sécrétion d'hormones sexuelles et derrière, ça va impacter directement le remodelage osseux. Donc ça, c'est important, on en est conscient. Quand on arrive à la ménopause, il y a beaucoup plus de risques d'ostéoporose. Donc déjà, faut essayer de maintenir une activité physique. On le voit, les femmes à la ménopause qui maintiennent une activité physique, si possible en résistance, il y a moins de risques d'ostéoporose parce que le tissu osseux est aussi influencé, le renouvellement du tissu osseux est aussi influencé par le type d'exercice. Les exercices avec impact vont beaucoup plus, vont être beaucoup plus positifs sur le remodelage osseux. Et puis derrière, il y a l'alimentation qui va jouer, faire en sorte qu'il y ait assez de calcium, de vitamine D dans l'alimentation et de protéines pour avoir
les éléments clés à la construction du tissu osseux. Donc il faut du calcium, que tu vas retrouver dans les produits laitiers. Pour ceux qui n'en consomment pas, le calcium, tu le retrouves dans les graines oléagineuses, donc noix, noisettes, amandes, noix de cajou, dans les choux et dans certains légumes verts également, dans les sardines. Okay. Et puis, chose qui apporte beaucoup de calcium biodisponible, c'est les eaux minérales qui vont être riches en calcium, genre Contrex ou Épar. Okay. Les eaux minérales, on n'en parle pas souvent, mais les minéraux que tu as dans les eaux vont être bien assimilés. Donc si tu manques d'un minéral, tu peux choisir une eau qui est riche en ce minéral-là pour venir combler un petit peu tes apports. Ok. Donc on a vu comment avoir du calcium, comment avoir de la vitamine D. Vitamine D, la principale source, c'est le soleil. Voilà, la production de vitamine D se fait principalement par l'ensoleillement. En France, entre novembre et, à moins d'habiter sur la Côte d'Azur, entre octobre, novembre et avril, l'ensoleillement n'est pas assez fort pour engendrer une synthèse de vitamine D optimale. Donc généralement, je conseille une complémentation l'hiver. L'apport alimentaire va être minime en fait. Même si tu n'en apportes pas assez dans l'alimentation, c'est pas grave parce que ce qui compte, c'est en fait ton niveau d'exposition solaire. Ok, donc toi, tu conseilles une supplémentation l'hiver en vitamine D? Ouais, généralement, moi, tous mes patients sont complémentés de novembre à avril. Ok. De toute façon, tu le vois quand tu fais des prises de sang, en général, tu vois que tout le monde, globalement, est carencé en vitamine D. Ouais, les chiffres, c'est énorme. Enfin, c'est genre 80% de la population, ouais. C'est un truc assez dingue. Ouais. Et alors, complémentation, plutôt sous forme de gouttes journalières que sous forme d'ampoules que tu vas prendre de façon hebdomadaire ou mensuelle. Pourquoi ? Parce qu'à dose physiologique, c'est beaucoup mieux assimilé. Quand tu vas prendre une ampoule, tu vas pas du tout assimiler toute l'ampoule en fait. Donc c'est bien de prendre une ampoule si jamais tu as une grosse carence pour venir rétablir un petit peu ce déficit-là. Mais sinon, c'est beaucoup mieux de prendre des gouttes quotidiennes où tu apportes finalement de l'apport journalier nécessaire. Ouais, ça paraît assez logique. Et donc le troisième élément, c'était les protéines, donc ça, on en a parlé. Ok, et donc tu as dit quelque chose qui était hyper contre-intuitif, c'est qu'en fait, ces personnes-là qui ont de l'ostéoporose, ce qui va permettre d'activer la production de l'os, c'est les sports avec impact. Ouais. Et pourtant, ces personnes-là, moi, je les ai en consultation et justement, c'est ce qu'elles essaient de pas faire. Ouais, et c'est là que finalement, la natation et le vélo, c'est pas le meilleur sport pour ça. Et juste pour ça, parce que c'est quand même bon à plein... Il y a plein d'autres aspects où c'est très bien. C'est ça, mais les sports portés sont pas du tout positifs pour le remodelage osseux. Et on le voit chez les cyclistes ou chez les nageurs, si derrière il n'y a pas d'exercice de musculation, il y a beaucoup plus de risques de fractures et d'ostéoporose sur le long terme. C'est pas rare, moi j'ai déjà entendu des cyclistes qui se fracturent le pied en le posant juste à terre à un feu rouge, quoi, en fait. Juste parce qu'à force, il n'y a pas de remodelage osseux et il arrive un moment où le muscle devient... L'os devient de moins en moins riche, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait, c'est assez dingue. Du coup, il faut que les femmes ménopausées à risque d'ostéoporose fassent de la course à pied. Course à pied ou musculation, ou même de la marche. Soulever des charges. Ouais. Mais faire un exercice qui met en contrainte l'os. Tout à fait. On a parlé à pas mal de moments de choses un petit peu précises, surtout toi, sur les taux de protéines, etc. Est-ce que tu demandes aux gens que tu suis de peser, de quantifier ce qu'ils mangent et de peser, de compter un petit peu les calories. Voilà. C'est un débat que j'ai régulièrement, ça. Est-ce qu'il faut compter ses calories, est-ce qu'il ne faut pas compter ses calories ? Dans le monde de la diététique et du sport, on entend un petit peu tout. Je pense que c'est un outil qu'on a à notre disposition, au même titre que d'autres outils, comme la balance par exemple. C'est un outil qui n'est pas forcément adapté à tous. Il faut vraiment prendre au cas par cas et voir pourquoi ça pourrait être intéressant, dans quelles circonstances. Compter ses calories, ça peut être super ludique et pédagogique pour se rendre compte vraiment de où on en est par rapport à nos besoins, si on cherche à prendre du poids, perdre du poids ou même maintenir son poids. Est-ce qu'on est cohérent vis-à-vis de ses apports énergétiques ? Est-ce qu'on arrive à bien combler nos apports en macronutriments et en micronutriments ? Voilà, parfois, on n'arrive pas forcément à atteindre son quota en protéines. C'est bien de compter pour voir où on en est par rapport aux protéines et s'il faut ou pas augmenter. Donc c'est un bon exercice pour se rendre compte de ses apports alimentaires. C'est pas quelque chose à faire sur le long terme parce que le but c'est pas de compter ses calories toute sa vie. C'est vraiment un outil que je trouve intéressant pour se rendre compte des choses. Ouais, je suis assez d'accord. Des fois on se rend pas compte que... Enfin je sais pas, moi je mange souvent les mêmes choses. Je pense que je dois pas être le seul quand même. Et du coup des fois on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on mange souvent et on pensait pas qu'il y avait autant de calories. Parce que on a parlé de l'huile d'olive, on a parlé de l'avocat, des choses comme ça.
Mais en fait, chacun, souvent il y a des petites choses, on pense pas que qu'il y a autant de calories dans... Ouais, puis en mangeant la même chose, on a aussi peu de variétés micronutritionnelles. On a certains fruits, certains légumes ou même certaines protéines qui vont nous apporter certaines choses, mais dans le même groupe d'aliments, une autre protéine, un autre fruit, un autre légume nous apportera d'autres choses. Donc c'est bien de varier au maximum ce que tu vas manger pour avoir une bonne densité nutritionnelle et micronutritionnelle. Ouais. Donc le comptage de calories, je dis que c'est pas adapté à tous parce que pour quelqu'un qui va déjà avoir un rapport compliqué avec son alimentation, qui va déjà avoir tendance à se peser régulièrement, à peser ses aliments et qui va être dans la restriction cognitive, ça va pas du tout être un outil prioritaire, mais dans certains cas ça peut être intéressant. Ouais, si on a un rapport plutôt sain avec la nourriture et qu'on est un peu curieux et Tout à fait. y a un aspect pédagogique qui est assez cool. Il y a quelque chose aussi, il y a deux notions dont on entend souvent parler qui auraient une incidence sur soit l'appétit, soit la prise de poids, tu vas me dire, c'est le stress et le manque de sommeil. Oui, et bien alors, déjà le sommeil a un impact indirect sur le poids. On le voit dans les études, les gens qui n'ont pas beaucoup de sommeil ont tendance à avoir un taux de masse grasse et un poids plus élevé. Alors, c'est pas le sommeil qui va impacter directement le poids, c'est juste que le manque de sommeil va impacter les hormones de faim et de satiété. Donc, quand on manque de sommeil, on va sécréter beaucoup plus de gréline, qui est l'hormone de la faim, et beaucoup moins de leptine, qui est l'hormone de la satiété. Okay. Au final, on va avoir plus faim, on va être moins rassasié. Donc, on va chercher la prise alimentaire. Et donc, on va manger plus. Donc, voilà comment le manque de sommeil peut impacter c'est pas un mécanisme direct, en fait, qui entraîne une prise de poids, c'est indirect. On a plus faim, on mange plus, on prend du poids. Et le manque de sommeil va causer du stress, et du coup j'embraye sur le stress là, et le stress peut pousser à plus consommer parce que on va chercher beaucoup plus d'aliments sucrés, des choses qui vont nous maintenir en éveil ou qui vont nous aider à combler un petit peu ce stress là. C'est notamment les produits sucrés qui aident à synthétiser de la sérotonine, donc le corps va être naturellement attiré vers ça. Ok, ça comble un besoin de sérotonine? Ouais, c'est ça. Et puis dopamine aussi. Hein. Les aliments sucrés, ça va activer le circuit de la récompense, dopamine, donc ça va jouer sur ça. C'est très éphémère parce que sur le long terme, c'est pas ce qui nous apporte du bonheur, quoi. C'est un bonheur immédiat, en fait. Et puis le stress, de l'autre côté, ça peut aussi conduire à moins manger chez certaines personnes. Ça conduit pas que à une prise alimentaire supérieure à ses besoins, ça peut aussi couper la faim et puis chez certaines personnes ça va les faire manger moins. Mais ça a un impact sur la prise alimentaire. Ça peut avoir un impact parce que finalement on peut combler son stress de bien des manières. Chez certaines personnes ça va être faire beaucoup de sport, chez certaines personnes ça va être de faire des activités artistiques, chez d'autres ça va être boire, chez d'autres ça va être marcher. Enfin voilà, la nutrition, l'alimentation c'est que une façon de combler son stress par rapport à d'autres, quoi. Bah super, je te propose qu'on finisse un petit peu là-dessus. Il y a deux questions qu'on pose à tous nos invités, Nouchka. La première, toi, quel est pratiquement le seul conseil unique que tu donnes à tous les gens que tu suis pour améliorer leur santé? S'il n'y en a qu'un seul que tu devais donner. Avoir du plaisir dans son alimentation et son sport. Je pense que ça, c'est la base. Si tu as du plaisir dans ton assiette et dans ta pratique sportive, tu arriveras à faire ces deux choses longtemps, en fait. Tu peux être motivé à changer des choses dans ton quotidien, dans ton alimentation, dans ta vie. Ça, on peut l'appliquer à tout finalement, dans ton travail, dans tes relations personnelles. Si tu n'as pas de plaisir dans tout ce que tu fais, c'est pas quelque chose que tu vas tenir sur le long terme. Donc déjà, je pense que cette notion de plaisir est importante. L'acte alimentaire, le fait de manger, c'est quelque chose que tu es obligé de faire toute ta vie. Si c'est quelque chose qui t'ennuie, qui est contraignant, c'est difficile et c'est embêtant. Parce que si tous les matins tu te lèves et que tu te dis je suis deg, ça m'ennuie qu'il fasse jour et que le soleil se lève, bah oui, mais c'est quelque chose que tu peux pas changer. Donc autant faire en sorte de vivre bien avec ça. C'est un peu l'idée. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est avoir du plaisir dans l'assiette et dans le sport. Ce sera la meilleure façon de tenir dans le temps. Ouais, tout à fait. Ok. Et toi, de manière personnelle, qu'est-ce que tu as mis en place récemment pour prendre soin de ta santé? Prendre plus le temps pour moi. Je pense que c'est important. On peut vite être dans le train de la productivité, tu sais, faire 1000 choses à la fois et finalement on s'oublie un peu. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'essaie de faire au quotidien, d'avoir mon temps de travail, mon temps de sport, mais aussi du temps où je fais rien ou du moins où je peux faire des choses en plus que travailler et le sport. Voilà, ça je pense que tout le monde devrait l'appliquer, c'est de trouver du temps pour soi dans la journée. J'essaye toujours d'avoir minimum 1 heure où
c'est mon heure bonus en fait. Je décide de ce que je fais de cette heure, si je veux aller marcher, si je veux lire, si je veux dessiner ou quoi que ce soit, mais vraiment chercher à avoir du temps pour soi, c'est important pour tenir sur le long terme. Ok, donc dans ton emploi du temps, tu as bloqué 1 heure chaque jour? Je m'oblige à avoir cette heure-là. Okay. Et c'est pas 1 heure de sport, c'est 1 heure off. Ok, ouais, très sympa. Pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Sur Instagram principalement, qui est mon réseau social principal. Donc c'est nouchka.diet. Sur mon site internet, ma plateforme où je poste, où on peut retrouver mes formations, mes accompagnements, donc c'est fourchettebasket.fr. Et puis après sur Facebook et par mail. Ok, bah écoute, tu veux donner ton adresse mail? C'est nouchka.diet@gmail.com. Voilà, okay. Si vous voulez me contacter, c'est ici. Eh ben super, à très vite Nouchka. À très vite. Stop! Avant de partir, est-ce que vous êtes intéressé à pousser un peu plus loin vos connaissances sur la perte de poids après 50 ans? On vous a préparé une vidéo qui fait la synthèse sur comment perdre du poids après 50 ans. On a passé 4 mois à l'écrire et à recueillir les informations pour faire ce petit bijou. Cliquez juste ici pour le regarder. À tout de suite!